Que tout part en cacahuète depuis qu'il y a eu un problème avec cette fameuse Assemblée nationale qui n'aurait pas dégagé de majorité. Vous avez raison sur un point, les institutions de la Ve République sont faites pour qu'il y ait une majorité à l'Assemblée pour qu'on gouverne. C'est M. Macron qui a choisi cette dissolution et la situation politique française ne se portait pas mieux déjà en 2022 puisqu'il n'avait pas vraiment eu non plus une vraie majorité, il avait une majorité fort relative et on ne peut pas dire non plus que de toute façon au bout de 10 ans le bilan soit très fameux dans tous les domaines, le domaine de l'insécurité, le domaine de l'immigration, le domaine de l'éducation pour ce que j'en connais. On ne peut pas dire que les cases soient cochées dans le bon sens de toute façon. Donc cette façon qu'ont aujourd'hui les macronistes de dire que tout va mal depuis que les Français ont mal voté parce qu'ils n'ont pas donné de majorité à l'Assemblée, c'est un petit peu biaisé sur l'échec global de la Macronie depuis 10 ans. Alors déjà, moi j'ai jamais parlé comme ça aux Français. J'ai jamais infantilisé les gens, j'ai jamais dit que les gens avaient mal voté. Et d'ailleurs, au moment des législatives en 2024, moi j'ai fait partie de ceux qui, je crois, étaient très clairs, notamment en disant qu'on ne votait pas LFI pour combattre le RN. Donc moi, je donne pas de leçons de morale aux Français. Ils n'ont pas tous pensé pareil, mais moi j'ai pensé comme ça et je le pense toujours. Et chaque jour qui se passe dans l'hémicycle me conforte sur le combat face à la France insoumise. Et je n'abdiquerai pas ce combat qui est pour moi absolument essentiel, si ce n'est vital. Donc ensuite, il y a une assemblée qui est en effet totalement fracturée. Pendant longtemps, on a réclamé la proportionnelle. En fait, on voit ce que ça donne, la proportionnelle. De facto, c'est une proportionnelle qui s'est passée. Il y a 11 groupes à l'Assemblée nationale. Donc, je ne dis pas que tout part à volo depuis qu'il y a cette Assemblée-là. Je dis qu'on constate que plus une Assemblée est fracturée, alors elle ressemble sans doute plus aux Français, elle ressemble sans doute plus à leur propre fracture, à leur propre colère ou doute, mais à la fin, évidemment, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce qu'en permanence, il faut composer. Et donc, ça veut dire que vous avez parfois des majorités de circonstances qui se créent. C'est ce qu'on a vu sur les questions fiscales, où le rétablissement de facto de l'ISF, il est voté avec qui? Il est voté avec le Parti socialiste et le Rassemblement national. Sur proposition du MoDem. Sur proposition du MoDem. Donc du bloc central. Contre Renaissance et même contre LFI. Donc vous voyez l'espèce de grande confusion en fait, parfois tous les qui peut camps exister. sont divisés, c'est ça aussi le problème. C'est que la fracture, elle n'est pas seulement entre les groupes, elle est aussi à l'intérieur l'intérieur même dans chaque groupe. En effet, Jean-Luc Mélenchon, qui fut un temps était très attaché à la laïcité, au respect du droit des femmes et notamment s'était insurgé contre le symbole du voile islamique. Alors aujourd'hui, en fait, la radicalité de ses positions sur l'islam, et en particulier sur l'islam politique, apparemment suit d'une façon très logique la radicalité de la religiosité des jeunes musulmans en particulier. Donc il y a un vrai calcul électoral. Il a lu ce penseur gauchiste anglais en 1994 qui avait écrit un livre qui s'appelait « Le prophète et le prolétariat » qui expliquait théoriquement comment il fallait qu'il y ait une union de la gauche révolutionnaire et des islamistes. Aujourd'hui, donc, il y a cette enquête de l'IFOP, qui est une enquête récurrente depuis une quarantaine d'années, qui est assez inquiétante puisqu'elle montre qu'on a une radicalisation chez les jeunes musulmans, 15-24 ans, puisqu'on a 59% qui sont pour l'application de la charia, plus de 51% qui mettent les lois de l'islam au-dessus des lois de la République, avec une religiosité, notamment le fait que dans les années 90, dans les années 2000, on avait 16% des moins de 25 ans, des jeunes filles de moins de 25 ans qui étaient voilées. Aujourd'hui, c'est plus de 45%. C'est l'échec de la République, honnêtement. C'est l'échec de l'école de la République. Mais c'est l'échec aussi de tous les gouvernements qui se sont succédés. Je ne mets pas évidemment qu'Emmanuel Macron là-dedans, ça vaut Hollande, et d'une certaine façon aussi M. Sarkozy, qui, bien qu'il ait fait voter la loi contre le niqab, de toute façon n'est quasiment pas appliqué. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à l'heure bientôt des municipales où on voit que la France insoumise a complètement acté ce clientélisme électoral-là qui n'est pas que religieux, qui est une religiosité politique avec un vrai projet. C'est pas la France insoumise qui est responsable de cette poussée de l'islamisme chez les jeunes. Mais la poussée de l'islamisme, ils vont juste récolter. Pourquoi je mettais sur la question politique? Parce que la radicalisation, ça fait 25 ans qu'on l'expose, ça fait 25 ans qu'on l'explique et qu'on nous dit c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a un parti en France qui s'appuie sur cet électorat-là. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? Il y a la question de la pratique de la religion. Et il y a la question de l'islam politique. Or, ce qu'on voit dans cette enquête, ça dit les deux. Ça dit à la fois qu'il y a une religiosité qui est de plus en plus grande, un appel à la religion qui est de plus en plus grand, notamment parmi les plus jeunes pratiquants de l'islam. Et ça, on peut s'en inquiéter en se disant, ça veut dire que finalement la République, elle apparaît comme étant moins puissante ou en ayant une promesse moins puissante que ce qu'une religion peut avoir. Et il y a l'autre partie qui est l'islam politique, c'est-à-dire la volonté de revendiquer
une appartenance et même de demander à ce que cette appartenance soit supérieure aux lois de la République. Quand on dit qu'on considère que la charia, c'est-à-dire la loi religieuse, est au-dessus des lois de la République, ça veut dire qu'on est en dehors de la République. Majoritairement chez les jeunes. Et majoritairement chez les jeunes. Et en fait, ces fractures générationnelles, on les retrouve dans beaucoup de sujets. On les voit sur la question de la religion et de la pratique religieuse. On les voit sur la montée de l'antisémitisme de manière frappante. Quand on voit qu'on a un tiers des 18-24 ans qui considèrent normal de s'en prendre physiquement à un Français juif en raison du conflit qui se passe à Gaza, il y a quand même à chaque fois des fractures générationnelles. Donc oui, il y a un sujet évidemment école de la République, comment à un moment ces valeurs, elles sont réincarnées, réinstruites, redites de manière extrêmement forte. Il y a un sujet politique, parce que, c'est ce que Barbara Lefebvre disait, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est une stratégie électorale de la part de la France Insoumise. Il ne faut pas s'y tromper. C'était la même chose sur l'antisémitisme d'ailleurs. C'est pas bon pour l'égalité homme-femme, justement, ça. Comment vous pouvez lutter? C'est là où on a vu depuis certaines 15 sont d'ailleurs ans, accueillies à l'Assemblée nationale. Monsieur Marc Fesneau qui les accueille à l'Assemblée, c'est pas merveilleux, des fillettes voilées à l'Assemblée. Moi j'ai dit ce que j'en pensais, parce que là on ne parle pas de jeunes femmes. On ne parle pas de jeunes femmes, on parle d'enfants. On parle d'enfants à l'Assemblée nationale. Qu'une jeune femme fasse le choix de se voiler, on peut nous dire qu'on aurait fait un autre choix, mais c'est sa liberté, et c'est sa liberté propre, la manière avec laquelle elle entend pratiquer sa religion. Là, ce sont des enfants. Les enfants qui étaient dans l'hémicycle, ils avaient 8 ans, 10 ans, c'est l'âge de nos enfants. Et à 8 ans ou 10 ans, en fait, on ne décide pas par soi-même. À 8 ans, 10 ans, ça veut dire qu'on nous a dit que c'était comme ça qu'il fallait se comporter, et ça veut dire que dès le plus jeune âge, on explique à ces enfants, à ces petites filles, qui a une logique d'infériorité, qu'elles doivent être pudiques, qu'elles doivent se cacher vis-à-vis du regard d'autrui. Et ça, c'est un problème. Et en effet, sur la question du voile, c'est un débat très récurrent dans notre pays, sauf qu'on voit qu'il y a une affirmation de plus en plus politique, une revendication de plus en plus forte et une revendication politique. Et c'est ça qui doit nous interpeller. C'est pourquoi, à un moment, la République apparaît comme étant une promesse et une espérance plus faible, là où la religion devient une forme de refus et de refuge communautaire. Pourquoi on devrait sérieusement s'inquiéter? Parce que plus les familles iraniennes veulent enlever le voile, plus les jeunes musulmanes françaises veulent le porter. Mais parce qu'il y a une forme d'inversion des valeurs. C'est-à-dire que souvent, quand on aborde la question du voile, et souvent qu'on est caricaturé, quand on essaye d'aborder cette question-là, on nous rétorque l'argument de la liberté et l'argument de l'égalité. Chacun, alors déjà... Je combats ce terme, déjà, que je refuse d'employer. Qui avait d'ailleurs été inventé par les mollahs iraniens. C'est un terme, en effet, qui a été inventé pour justement espérer récuser tous les arguments. Il y a de la haine anti-musulman. Cette haine, elle doit se combattre. Chacun a le droit de pratiquer sa religion dans le respect des valeurs et des lois de la République. Mais personne n'a le droit d'imposer sa religion. Il n'y a rien au-dessus des lois de la République, certainement pas la religion. Fait alors avec un parti qui est aujourd'hui ouvertement le parti de l'islam politique? Non, il est ouvertement le parti de l'islam politique. L'islam politique est l'ennemi de la République et l'ennemi de la démocratie. Tu vas interdire la France insoumise? Non, je pose la question. Je pense que oui. Je pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec ce parti dont on peut dire aujourd'hui, sans craindre d'être traduit devant les tribunaux, que c'est un parti complotiste, violent et antisémite? Non, tu te trompes avec je pense que c'est le RN que tu es en train de décrire. Non, je décris la France insoumise. Et j'ai le droit de le dire. Et j'ai le droit de le dire tranquillement. Aussi, alors, dans ce cas-là. Mais attendez, moi, j'ai jamais faibli. Non, attendez, à un moment donné, mais moi, j'ai jamais faibli sur le combat. À un moment donné, de dire... Et après, elle assume, elle fait ce qu'elle veut, mais de dire aujourd'hui notre ennemi, c'est les filles, parce que c'est un parti qui s'appuie sur les mollahs et qui machin. Non, mais à un moment donné, c'est la réalité. Vous, c'est votre discours, c'est le gouvernement de journée, c'est les filles, votre combat. Vous allez partir de ce gouvernement, vous allez partir, et ça va de plus en plus être rapide, à mon avis, et vous laisserez le RN derrière vous, et on verra vraiment qui est l'ennemi de la République. Les premiers qui font monter le Rassemblement National, les premiers qui font monter le Rassemblement National, les premiers qui font monter le Rassemblement National dans ce pays, c'est la France Insoumise. Le projet de la France Insoumise, c'est d'espérer que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour face à Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Il suffit de regarder 15 minutes un débat dans l'hémicycle pour voir concrètement cette stratégie systématique, vindicative, de bordélisation des débats, d'affaiblissement des débats, d'affaiblissement de l'Assemblée nationale, d'affaiblissement. Mais qui vote avec le Rassemblement National? En l'espèce, c'est souvent la France Insoumise qui vote avec le Rassemblement National. Non, vous avez raison. Vous faites l'histoire. On viendra voir dans 18 mois que vous serez retourné dans le 78 et on vous dira vous avez mis le RN au pouvoir et vous serez dans le 78. On n'est pas obligé, de m'agresser. Oui, c'est vrai. Tu peux dire les choses. On n'est pas obligé de m'agresser. Pour l'instant, personne ne m'a sorti. Personne ne m'a sorti. Moi, j'ai été élue par 3 fois.
Par 3 fois, j'ai été élue. Mais qu'est-ce que vous en savez? T'en sais rien. Qu'est-ce que vous en savez? C'est les électeurs qui décideront. Les gens en ont marre de votre bloc commun. C'est les électeurs qui va à gauche, qui va à droite. Et qui seront vous avez donné les clés au RN et maintenant vous donnez les clés au PS avec 70 députés. Continuez. Je ne veux donner les clés à personne et encore moins au Rassemblement national. Mais si on veut combattre le Rassemblement national, il faut aussi combattre la France insoumise. L'ennemi dans ce pays aujourd'hui, c'est aussi la France insoumise. Refuser de le voir et refuser de le dire. Moi, il se trouve que je suis ministre aussi de la lutte contre l'antisémitisme. Et quand vous êtes ministre en charge de la lutte contre l'antisémitisme, vous devez voir ce qui se passe dans le pays. Et ce qui se passe dans le pays, c'est que la France insoumise attise l'antisémitisme. Voilà. Il suffit de demander à n'importe quel Français juif aujourd'hui dans notre pays de qui il a le plus peur. De qui il a le plus peur. Et ça, le problème, c'est que justement, la France insoumise est devenue un paravent bien confortable pour le Rassemblement national qui peut en effet aujourd'hui apparaître comme étant soi-disant protecteur. Et si on veut combattre efficacement le Rassemblement national, il faut aussi dans le même mouvement combattre la France insoumise. Marine Le Pen était à la manifestation de novembre. Ni M. Macron, ni M. Mélenchon n'étaient à la manifestation. Madame Le Pen, le président de la République a rendu hommage aux victimes du 7 octobre aux Invalides.